Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le nouveau siège de France Télévisions. Les images que vous voyez en ce moment sont en effet celles de ce nouveau bâtiment conçu par l'architecte Jean-Paul Viguier. Et c'est ici désormais que sur cette esplanade Henri de France que nous nous retrouverons, nous, c'est-à-dire France 2, France 3, France Publicité aussi, bref, les 2500 personnes qui vont apprendre à vivre et à travailler ici dans ce nouveau bâtiment. Alors tout le monde n'est pas encore arrivé, il manque encore nos amis de la rédaction de France 3 et puis les équipes des sports, mais je vous propose de rentrer dans ce qu'on appelle la rue, autrement dit c'est un espèce de grand couloir, une rue en quelque sorte qui traverse tout le bâtiment et c'est ici que ma foi nous arriverons, que les gens qui viendront nous rendre visite arriveront et qu'ils découvriront ainsi le bâtiment. Tout cela, nous aurons l'occasion de le découvrir davantage bien évidemment à la fin de ce journal, mais l'heure est d'abord à l'actualité avec les principaux titres de ce journal. Dans la République démocratique du Congo, les évacuations ont commencé. Pour les ressortissants étrangers qui le désirent, un avion belge s'est posé tout à l'heure à Kinshasa. Un attentat en Irlande du Nord, une bombe a explosé faisant au moins 20 morts. Tony Blair parle d'actes écœurants destinés à compromettre le processus de paix. Le gouvernement français assouplit les critères de régularisation pour les sans-papiers. 10 à 15 000 personnes pourraient en bénéficier sur les 60 000 dossiers qui restaient en suspens. Et puis la situation sur les routes, une fois de plus, Bison Futé ne s'était pas trompé. Ce samedi 15 août a été un jour rouge, mais dans l'ensemble, ça ne s'est pas trop mal passé. Et puis nous irons à Douarnenez, c'est le rassemblement traditionnel des vieux gréments, et nous montrons à bord de l'un d'entre eux un ancien caboteur du siècle dernier. Mais l'actualité, c'est d'abord cette explosion en Irlande du Nord, à une trentaine de kilomètres de Belfast, devant un tribunal. Il y aurait au moins 20 morts, mais ce bilan pourrait encore s'alourdir. L'explosion avait été précédée d'un coup de fil anonyme. Elle intervient alors que, vous le savez, les principales organisations, que ce soit catholiques ou protestantes, observent en principe un cessez-le-feu. À Londres, Valérie Fourniou. Ce fut un carnage. Les terroristes irlandais de l'IRA véritable ont choisi pour cible des passants et des badauds. Au moment de l'explosion, cette rue commerçante de la ville d'Omaha était comble. La population y faisait ses courses en famille et les témoins de la scène parlent d'une vision d'horreur. Des enfants, des bébés complètement brûlés, inreconnaissables, une jeune fille dans une bouche d'égout et un jeune garçon les cheveux en feu. Un homme qui se revendique du véritable IRA et qui fait ça, c'est un lâche, c'est un carnage, un carnage. Même un animal ne ferait pas ça. Au moins 20 personnes ont péri dans l'attentat et il y aurait plusieurs dizaines de blessés. Transportés dans tous les hôpitaux de la région, près d'une dizaine seraient entre la vie et la mort. Et c'est bien la mort que l'IRA véritable a voulu semer. 40 minutes avant l'explosion, cette branche dissidente de l'IRA a revendiqué l'attentat en prévenant qu'une bombe allait exploser au tribunal de la ville. Et c'est en vain que les autorités ont fait évacuer le site, car c'est à 500 mètres du tribunal que l'explosion a eu lieu. C'est le deuxième attentat revendiqué par l'IRA véritable depuis le 1er août. Un groupuscule qui conteste le processus de paix et le cessez-le-feu observé par le mouvement nationaliste en Irlande du Nord. Et ce soir, Tony Blair, le Premier ministre britannique, condamne bien sûr cet attentat. Il s'agit, dit-il, d'un acte écœurant de sauvagerie perpétré par des gens déterminés à détruire le processus de paix. L'actualité, c'est également l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo. Désormais, les Anglais, les Belges, les Français prennent leurs dispositions pour évacuer les ressortissants qui le souhaitent. Les évacuations ont d'ailleurs commencé, soit par le fleuve en rejoignant la capitale du Congo-Brazzaville, soit par les airs, puisqu'un avion belge a pu se poser tout à l'heure sur l'aéroport de Kinshasa. François Cornet. Kinshasa s'était réveillé dans le calme ce matin, mais dans la capitale démocratique du Congo, menacée par l'assaut des forces armées congolaises hostiles au président Laurent Désiré Kabila, la tension a monté d'un cran devant les préparatifs d'évacuation des ressortissants étrangers. Plusieurs milliers de Congolais pro-Kabila ont manifesté à la mi-journée pour signifier leur colère, je cite, contre les Rwandais et les Français accusés d'avoir agressé le pays. Incertains du tour des événements dans les jours à venir devant l'avancée des rebelles, plusieurs centaines d'étrangers qui s'étaient regroupés dans leurs ambassades respectives
ont commencé à être évacués effectivement dans l'après-midi de Kinshasa, mais principalement par barge traversant le fleuve vers Brazzaville. Une Française témoigne sur ses raisons de quitter la ville. Je pense en douche, hein. Mon souhait, c'est qu'on arrive quand même à partir, parce que là, les gens commencent un peu à se monter contre nous. Hier, on se promenait dans la rue, quand on apprenait qu'on était français, tout le monde se liguait. Dès qu'on disait qu'on était français, il y a une haine contre les Français. On a vraiment eu peur hier. Donc là, pour le moment, on pense qu'il vaut mieux partir plutôt que laisser les choses monter. De sources diplomatiques à Kinshasa, 700 ressortissants de 33 nationalités différentes seraient en cours de transfert. Après s'être rendus maîtres d'une partie de l'est du pays et de certaines villes clés dans l'ouest, les soldats rebelles se sont massés à Muanda, un port sur l'Atlantique, pour préparer leur prochaine offensive sur la capitale. Pendant ce temps, les autorités du Congo-Kinshasa démentent en bloc la percée des rebelles à l'ouest. Matadi, que l'on disait tomber aux mains de la rébellion, à 350 km au nord-ouest de la capitale, ne serait pas conquise, d'après Kinshasa. Pendant ce temps, à Goma, au nord Kivu, où est né le mouvement de révolte, la rébellion mobilise la jeunesse pour poursuivre le combat contre Laurent-Désiré Kabila. En France maintenant, comme prévu, cette journée de samedi aura été chargée sur les routes. Karine Komadzi et Philippe Deleritz se sont rendus à Millau. Le 1er août, il y avait eu 47 km de bouchons tout autour de la ville. Il faut dire que l'autoroute s'arrête et qu'il faut alors traverser Millau. Aujourd'hui, il semble que les choses se soient un peu mieux passées. Ils ont voulu éviter la 9, la 7 et le fameux bouchon de Lyon. En choisissant l'A75, les vacanciers de retour vers le nord ont découvert une nouvelle spécialité, le ralentissement de Millau. Nous sommes partis du Cap d'Agde ce matin à 10 h. Nous avons fait 150 km, 5 heures plus tard, quoi. Donc on a fait 150 km en 5 heures. C'est une bonne moyenne. Vous étiez au courant quand même que la 75, ça bouchonnait? Oui, mais il faut bien passer par une route. Parce que les itinéraires bis, ils sont fort montagneux, alors ça va pas. On l'a fait à l'aller, on a mis 2 heures de plus. Alors... 18 km de retenue dans le sens nord-sud, 20 km dans le sens sud-nord. Les automobilistes ont fait les frais d'une autoroute, certes gratuite, mais en pointillé. Entre le nord et le sud de Millau, 40 km de nationale et un passage obligé par le centre-ville. Je rentre et puis je trouve inadmissible d'avoir encore des routes comme ça qui traversent la France au moment des vacances. Tout ça pour un viaduc qu'ils ne veulent pas faire. Non, c'est pas une aberration. Une autoroute, ça se fait par morceaux, ça se fait petit à petit. Aujourd'hui, on en est là. Il reste une partie du contournement de Millau à réaliser. Le contournement de Millau, c'était quelque chose qui était relativement compliqué parce que Millau est à une altitude qui est pas très élevée, il est à 350 mètres d'altitude. Les plateaux de part et d'autre sont à 700 ou 800 mètres. Donc vous comprenez bien que pour passer ce grand gap, Tarn, il y a des choses assez difficiles et coûteuses à réaliser. En attendant le saut de puce prévu pour 2003, le meilleur moyen de franchir Millau aujourd'hui, c'était encore celui-là. L'axe le plus chargé aujourd'hui, c'était bien sûr l'autoroute A7 au sud de Lyon. La circulation y a été très dense toute la matinée du côté de Valence et de Montélimar. Et puis les choses se sont petit à petit arrangées. Florent Muller et Jean-François Chevet. Bison Futé avait vu rouge, mais les automobilistes se sont préparés à un retour de vacances en or. D'habitude, le péage de Villefranche-sur-Saône est un nid à bouchons. Et en ce jour de 15 août, on attendait plus de 40 000 véhicules. Mais les vacanciers ont su éviter ce piège. Les départs ont commencé dès hier et se poursuivront demain. Résultat, on se croirait un 25 décembre au matin. Ah non, franchement, je comprends pas bien non plus. Vous savez, les 15 août ici Et les 15 août ici, ça se passe comment normalement? Ah, c'est plus animé en principe. Hein. Même dans le tunnel de Fourvière, cauchemar traditionnel des touristes, la circulation est fluide. Dans la matinée, pourtant, le trafic avait inquiété les premiers automobilistes. Les bouchons, de temps en temps, il y en a eu quelques-uns quand même. Hein. Tout ça Juste avant à Bolène, et puis là, un petit peu à l'entrée de Lyon, un ralentissement, c'est tout. Ça a été très bien. Dans l'ensemble, c'est quand même assez bien. Ça s'est très bien passé. Mais pour autant, il n'est pas question de rentrer plus tôt à la maison. Alors les automobilistes profitent de leurs derniers instants au bord de l'eau, sur une aire de repos.
C'est à Lyon également que l'on a enregistré un nouveau pic de pollution à l'ozone aujourd'hui. La circulation y est sans doute pour quelque chose. Et puis sachez que le trafic sur l'autoroute A11 entre La Ferté-Bernard et Le Mans continuera de s'effectuer sur 4 voies seulement pendant le week-end à cause du grave accident dont nous parlions hier. L'enquête sur les pirates de la route, après une journée d'audition, 3 jeunes d'une vingtaine d'années ont été mis en examen pour viol en réunion avec armes, enlèvement, séquestration et vol en bande organisée. Au total, le gang était donc composé de 5 jeunes de 17 à 20 ans. Virginie Fichet et Philippe Fivet. 3 suspects ce matin, 3 prévenus ce soir. Les derniers des 5 membres du commando qui rançonnaient depuis un mois les automobilistes sur les petites routes de campagne sont ce soir sous les verrous. Comme leurs 2 complices hier, ils ont été mis en examen pour viol en réunion, vol en bande organisée, enlèvement, séquestration et violence volontaire. La liste est impressionnante, la cruauté extrême du petit groupe laisse encore perplexe. 5 jeunes pour qui le bien et le mal se confondent, 5 prévenus qui n'ont pris que tardivement conscience de la gravité de leurs actes. Je crois qu'on ne soulignera jamais assez la nécessité d'une prise de conscience. Ils ont besoin de bornes, ils ont besoin de repères moraux, et je crois que la justice est là pour leur faire prendre conscience de ces repères moraux. Les agresseurs présentés aujourd'hui étaient, semble-t-il, les membres les plus actifs de la bande. Parmi eux se trouvait le meneur du groupe, un jeune homme de 23 ans, largement désigné par ses complices comme le plus violent. Ce soir, tous ont été placés en détention provisoire à Bourg-en-Bresse, Villefranche-sur-Saône et Lyon. Des lieux qu'ils pourraient côtoyer encore longtemps. Pour certains de leurs crimes, ils encourent jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Et à Paris, un policier du commissariat du 11e arrondissement qui tentait d'interpeller un homme en état d'ébriété a été blessé par balle. Le policier a été touché au cou, mais ses jours ne sont pas en danger. Le 15 août, c'est l'Assomption, la fête de la Vierge. À Lourdes, c'est jour de pèlerinage national. Muriel Lassaga et Xavier Arias ont suivi une jeune brancardière. Elle a 16 ans et elle a décidé de consacrer une partie de ses vacances au service des autres. À Lourdes, le recueillement est en tout lieu. Les pèlerins, encore une fois cette année, sont venus par milliers pour assister aux processions qui succèdent aux bénédictions. Le 15 août reste le jour le plus important pour de nombreux croyants. Dans la foule, on ne peut les ignorer. Ceux qu'on appelle ici les malades assistent aux messes malgré la chaleur, malgré leur handicap. Atteinte d'une hémiplégie, André revient depuis 15 ans à Lourdes malgré les 600 km qui la séparent de la cité mariale. Je suis attirée, il faut que je vienne et on me demande trop d'intention, on me demande des personnes qui ne peuvent pas venir et puis je demande aussi la paix dans le monde. Avec elle, Anaïs, 16 ans, venue de la région parisienne, qui le temps d'un pèlerinage a choisi d'être brancardière. Comme d'autres jeunes chrétiens, elle veut assister les malades. On vient pour les aider, on sait qu'on est en bonne forme et tout, qu'on peut servir et on prend, moi quand je brancarde, j'essaie de prendre les plus malades, les plus mal en point, enfin, quand je peux, et pour avoir l'impression de servir vraiment à quelque chose. Il n'y en a pas assez, il en faudrait davantage quand même, parce qu'il y a beaucoup trop de malades, mais ils ne peuvent pas être partout non plus. Hein. Donc ils sont là au maximum et ils font le maximum qu'ils peuvent. Pas assez nombreux, mais entre malades, personnes âgées et jeunes, la solidarité existe. Tous les ans, les brancardiers sont quand même des centaines à donner de leur temps. De sa résidence de Castel Gandolfo au sud de Rome, le pape Jean-Paul II a évoqué l'histoire douloureuse des peuples. Il a aussi appelé à prier pour les immigrés et les victimes des inondations en Chine. Jean-Paul II est apparu en bonne forme au balcon de sa résidence d'été. Il s'exprimait bien sûr à l'occasion de la fête de l'Assomption. On sait que la dernière action d'éclat des sans-papiers avait été justement d'occuper la nonciature, autrement dit l'ambassade du Vatican à Paris. Ils avaient d'ailleurs reçu un soutien mitigé de l'Église et on apprend aujourd'hui que le gouvernement a décidé d'assouplir les critères de régularisation des sans-papiers. 10 à 15 000 personnes seraient concernées sur les 60 000 déboutés jusqu'à présent. Jérôme Laurent et Jacques Gérard. En donnant au préfet la possibilité d'assouplir les conditions de régularisation, Jean-Pierre Chevènement évite un face-à-face direct et médiatique avec les sans-papiers, et ce à quelques jours du 2e anniversaire de l'expulsion musclée de l'église Saint-Bernard le 23 août 1996. Dans la circulaire transmise au préfet, les modifications portent sur 5 points. La première concerne la durée de la période en situation régulière exigée pour les célibataires. Le titre de séjour devait être au minimum de 6 mois. C'était très important parce que ça excluait de la régularisation la majorité des célibataires.
exiger un récépissé de 6 mois, tout en sachant que les préfectures ne délivraient pas de récépissé de 6 mois pour les demandeurs d'asile, mais que des récépissés d'1 mois ou maximum de 3 mois. C'était une façon de barrer la route à une grande majorité de célibataires. Désormais, les titres de séjour inférieurs à 6 mois pourront être cumulés. Deuxième modification, l'exigence de justifier de ressources issues d'une activité régulière. Dorénavant, cette activité peut être irrégulière, mais elle doit avoir lieu dans une entreprise déclarée. Les autres assouplissements portent sur le respect des obligations fiscales. Son absence n'entraînera à présent qu'exceptionnellement le rejet de la demande. Les preuves de la durée et de la continuité du séjour, elles pourront désormais être établies par tout moyen, précise la place Beauvau. Enfin, le traitement des couples sans enfants. S'ils font la preuve d'une relation stable et durable, leurs demandes de régularisation pourront maintenant être traitées conjointement. Cette plus grande tolérance dans l'examen des recours va permettre de régler le cas de plusieurs milliers d'étrangers en situation irrégulière sur les 60 000 déboutés, sans doute entre 10 et 15 000. 18 ressortissants étrangers qui avaient été condamnés par la justice birmane pour avoir distribué des tracts en faveur de la démocratie ont été expulsés du pays. 200 personnes les attendaient à leur arrivée à Bangkok, alors que Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix et chef de l'opposition au régime de Rangoon, tente une nouvelle fois de rendre visite à ses partisans en province. Et une nouvelle fois, elle est bloquée sur la route par les autorités de la junte au pouvoir. En Italie, 5 personnes ont été tuées par une coulée de boue sur une autoroute au nord du pays. Il s'agit pour l'essentiel de touristes étrangers. La coulée de boue d'une largeur de 200 mètres a atteint la route à l'entrée d'un tunnel. Pascal Golomer. C'est tout ce qu'il reste des 2 voitures prises au piège tard hier soir sous des milliers de mètres cubes de boue et de pierre. Tout un pan d'une colline venu s'abattre près de Bolzano sur l'autoroute qui relie l'Italie à l'Autriche par le col du Brenner. Les 200 sauveteurs mobilisés dans la nuit, avec des moyens importants, ont extrait 5 victimes des 2 voitures. 2 couples de touristes allemands et un enfant. 3 autres personnes blessées ont été hospitalisées. Le bilan aurait pu être encore plus dramatique si le glissement de terrain avait eu lieu dans la journée, lorsque la circulation est plus dense. Un éboulement dû sans doute aux orages et aux pluies très violentes qui ont touché cette région montagneuse. 3 autres coulées de boue, moins dramatiques, ont d'ailleurs été recensées aux alentours, coupant notamment la ligne de chemin de fer. Selon un représentant de la province de Bolzano, il faudra peut-être plusieurs jours pour rétablir complètement la circulation sur l'autoroute, l'un des principaux points de passage entre le nord et le sud de l'Europe. En France maintenant, alerte aux moules et aux coquillages sur les plages du Calvados entre Honfleur et Courseulles. Pas question de les ramasser en raison de la présence d'une algue toxique, le Dinophysis. Cette algue provoque des gastro-entérites et des maux de tête. Éric Vastio et Jean-Yves Blanc. Chercher des coquillages dans le sable, c'est amusant mais interdit sur la moitié des plages du Calvados. Du côté d'Honfleur, les vacanciers adeptes du ramassage de moules font contre mauvaise fortune bon cœur. Je crois qu'ici, vu la contamination, il vaut mieux éviter et se réserver pour une prochaine période ou aller dans notre région pour manger ce genre de choses. Je n'aime pas les moules, je préfère les huîtres. Si on pouvait ramasser des huîtres, ça serait bien. Si vous savez où on peut ramasser des huîtres, à un endroit, vous me dites. Et je cours. On les mangeait à midi là, au restaurant. Une algue toxique s'est développée sur le littoral en raison de la montée de la température des eaux. Le Dinophysis, c'est son nom, provoque des gastro-entérites et des maux de tête. Attention, cette algue ne peut pas être détruite à la cuisson. Dans les restaurants, les amateurs de moules continuent de se lécher les babines. Je me doute que les moules sont pas ramassées sur la côte pour les servir au midi, quoi. Donc ça ne me gêne en aucune façon. Qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai mangé des moules marinières avec des frites. Je pense que les frites n'étaient pas du Calvados. Les restaurateurs, eux, affirment se fournir ailleurs que sur les plages. Tous les ans, c'est la même chose. Juillet-août, ils interdisent de ramasser les moules au niveau de la pollution, de la chaleur, mais il n'y a pas de pollution sur la côte. On a un mareyeur, on travaille avec un mareyeur qui nous fournit les moules. Il nous assure la qualité, pas de problème. Cette interdiction est fréquente en période estivale. Le ramassage a déjà été prohibé cet été sur les plages des Côtes d'Armor, du Finistère, du Morbihan et de Loire-Atlantique. Nous vous parlions au début du mois de ce spéléologue qui s'était grièvement blessé, faisant une chute d'une 60aine de mètres après que sa corde ait été volontairement sectionnée. L'enquête des gendarmes a été particulièrement rapide. 3 jeunes gens auraient avoué être à l'origine de cet acte. Michel Fine. Dès le début de l'enquête, les gendarmes avaient pensé à un acte criminel. C'était dans la nuit du 8 au 9 août. Un spéléologue de Grenoble faisait une chute de 60 mètres.
Il venait d'escalader une cavité qui débouchait sur cette paroi. Pour descendre, il lui fallait utiliser des cordes de rappel installées là 2 mois auparavant. Des cordes qui avaient en fait été sectionnées. La clé de l'énigme se trouvait non loin de là. Dans ce refuge, les gendarmes avaient retrouvé le journal. Dans ce cahier, un individu qui disait être le Messie tenait des propos menaçants. Il considère que c'est la montagne de Dieu, qu'il a fait acte de purification. Il a écrit un verset d'Ézéchiel, il y a des références bibliques dans son texte. La montagne de Dieu, et donc il veut débarrasser la montagne des miasmes, des spéléos. Pour lui, on est le diable. Cet après-midi, sous la pression de leur entourage, 3 jeunes gens se sont présentés à la gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne. L'analyse graphologique a confirmé que l'un d'entre eux est bien l'auteur des écrits trouvés dans le refuge. Ils ont avoué avoir coupé la corde. Manifestement, eux sont très agressifs envers les spéléologues. Ils ont été très énervés en approchant de leur voie d'escalade, de voir que la paroi était explorée par des spéléologues. Et ils ont décidé de couper, de saccager l'installation. Les 3 jeunes gens ont entre 18 et 20 ans. Ils seront mis en examen demain. Quant au spéléologue blessé, son état semble s'améliorer. Le 15 août, c'est aussi la fête traditionnelle de la Société des guides de Chamonix, la plus vieille de France. Elle existe depuis 1821. Aujourd'hui, et pour la première fois, les guides honoraient l'un des leurs de son vivant, Frison Roche, l'auteur bien connu de Premier de Cordée. Gravir, tenter l'impossible, un choix de vie pour les guides de haute montagne. Alors, parce qu'ils ont rythmé son histoire, la compagnie de Chamonix leur rend chaque année un hommage. Car être guide, c'est parfois donner au point de tout sacrifier. Quand on a cette formation de guide, il y a un esprit qui s'établit. Et il y a une grosse camaraderie entre les uns et les autres. L'histoire de cette compagnie, vieille de 177 ans, est aussi écrite ici, sur les stèles de la commune. Et pour la première fois cette année, la compagnie de Chamonix a décidé d'honorer les vivants. C'est beaucoup plus difficile de faire un vieux guide que de faire un grand guide. Quand on a la chance de devenir un vieux guide, c'est qu'on a traversé la vie. Hein, c'est pas toujours aussi évident. On a malheureusement pas mal d'exemples de personnes des différentes familles de guides qui ne sont jamais arrivées au bout. 950 hommes ont lié leur vie à l'histoire de cette compagnie. Anonyme ou célèbre, chacun a laissé sa trace dans la neige des Alpes. Voilà, c'était un reportage de Juliette Beau avec nos confrères de France 3 à Grenoble. Le salon du 4x4 à Val d'Isère, un salon en situation, si je puis dire. Vous pourrez non seulement admirer les voitures, mais aussi les essayer. Le marché est en augmentation constante depuis le début de l'année, plus 22%. Et pour certains, comme les handicapés, ce genre de voiture leur offre aussi une capacité de promenade et de grands espaces qu'ils n'avaient plus. Luc Bazizin et Claude Barnier. Georges Morin a soif d'aventure et de liberté. Amputé des 2 jambes et d'un bras, il vit avec son handicap, mais refuse de le subir. Il a donc fait installer un appareillage mécanique assez rudimentaire à bord de son 4x4, mais efficace. On peut aller tout seul dans la montagne, comme nous le faisons en ce moment. On peut aller dans des endroits parfaitement inaccessibles, j'allais dire à pied, mais au fauteuil roulant. Vous avez l'impression d'avoir trouvé de nouvelles jambes, non ? Oui, c'est un petit peu ça. On regrette toujours ses jambes, naturellement, hein, mais c'est vrai que ça permet de faire beaucoup de choses. Et des choses, Georges Morin en fait. Il a participé 3 fois au Rallye Paris-Dakar et a mené à bien une dizaine de missions humanitaires en Afrique. Pour l'accompagner, lors de certains voyages, Muriel Van de Capelle, championne du monde d'escrime paralympique, elle aussi a découvert le 4x4 et de nouvelles sensations de liberté. Le fait d'avoir un 4x4 aménagé, bien entendu, eh bien on a besoin strictement de personne, on peut toujours se débrouiller et en fait personne ne se rend compte que vous êtes en fauteuil et même plus nous quoi. Nous on se ressent même pas handicapés, on a vraiment ce sens de liberté incroyable et ça c'est génial quoi. Les valides, eux, ont souvent besoin de prendre des cours de conduite tout-terrain. Manifestement, le 4x4 ne se pilote pas comme un véhicule ordinaire. Vous pouvez même enlever le pied du frein.
tout seul, je ne descendrai pas. Heureusement qu'il y a le moniteur, parce que sinon, c'est difficile. Qu'est-ce que vous aimez dans le 4x4? C'est le risque en fait. C'est ça. Et ici, à Val d'Isère, le risque se donne en spectacle. Ce 4x4 un peu particulier, que l'on appelle Pro Truck, évolue autant dans les airs que sur terre. Chacun, à sa façon, trouve donc sa part de rêve. Impressionnant. Si elle est un honneur pour son village, la popularité d'Aimé Jacquet en devient presque un problème. Le héros des Bleus devait fêter son grand retour le 21 août avec la Coupe du Monde, mais dans son village de Sailles-sur-Couzan, dans la Loire, le maire est débordé par l'afflux de ses supporters et il lui a demandé de différer un peu son tour d'1 mois et demi. Le temps de s'organiser, bien sûr. Hervé Guéquière et Jocelyn Lermusio. Aimé Jacquet, omniprésent dans son village natal, même si son retour n'est annoncé que dans 1 mois et demi. Ici, à Sailles-sous-Couzan, à 60 km de Saint-Étienne, on s'inquiète déjà pour le retour du héros le 3 octobre prochain. J'ai conversé avec des clients étrangers qui arrivent à l'heure du déjeuner ou à l'heure du coucher, arrivent ici par hasard parce qu'ils savent qu'ils doivent chercher un hôtel et un restaurant, mais ils n'ont pas l'indication du pays. La fête prévue en l'honneur de l'entraîneur des champions du monde a été retardée de 5 semaines pour cause d'organisation. On ne peut pas agir sur quoi que ce soit. Le village a 1000 habitants, on fait 20 fois plus. Avec une ville de 10 000 habitants accueillerait 200 000 personnes. C'est un rapport, c'est énorme, c'est colossal. Madame le maire, qui a récemment eu Aimé Jacquet au téléphone, peut même affirmer que le héros est très étonné de l'engouement qu'il provoque ici. Il ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Je lui ai dit que nous attendions 15 000 à 20 000 personnes. Il est resté bouche bée. C'est vrai que sa modestie naturelle ne lui avait pas fait imaginer une renommée pareille. Il n'a pas encore réalisé qu'il est l'homme le plus célèbre du monde. Si le grand homme de la région n'est pas encore là, un stade porte déjà son nom et désormais les touristes font un détour par Seille. Au syndicat d'initiative, il y a même une exposition Aimé Jacquet. Les vacanciers ne sont pas les seuls à venir. Les amis d'Aimé apprécient aussi de se replonger dans la saga Jacquet. Ah, Mimi, eh ben oui, il va venir le 3 octobre, et puis après, quand il prendra sa retraite, enfin, maintenant qu'il travaillera peu du moins, puisqu'il a que 57 ans, je ne vais quand même pas vieillir, il les aura le 21 novembre. Il ne les a pas encore, lui. Et après, il viendra plus souvent à Sailles. Chez lui, Aimé Jacquet a déjà un surnom, Mémé. Mais beaucoup se demandent si on ne va pas bientôt lui donner un deuxième prénom, Désiré. C'est le seul village en France qui soit dans cette situation avec 2 maires, 2 mairies, 2 départements, 2 régions. Saint-Santin est à cheval entre le Cantal et l'Aveyron. Une fracture qui remonte à 1790. Au début, c'était un peu difficile, mais petit à petit, les habitants s'y sont habitués. Christophe Larocca et Olivier Combe. C'est un joli village, ou plutôt, ce sont 2 jolis villages. Car à Saint-Santin, il y a 2 églises, 2 cimetières, 2 mairies et même 2 cafés. Depuis la Révolution française, cette rue constitue la limite entre Cantal et Aveyron. Du coup, on a créé 2 communes qui se partagent la même place de village. Alors là, maintenant, on arrive sur la place où vous voyez un monument aux morts. Vous voyez le monument aux morts qui sépare le Cantal et l'Aveyron, c'est-à-dire 2 départements et 2 régions. La situation est cocasse, d'autant que durant longtemps, une sourde rivalité a opposé les 2 villages. Une rivalité cristallisée par les enfants des 2 communes qui fréquentaient bien sûr 2 écoles différentes. Un gosse qui dépassait le caniveau à la récréation par exemple, ou en fin de classe à 5h30 du soir, il ressortait mais vraiment avec amoché pratiquement, avec des nions et tout ce qu'on pouvait imaginer. Je sais que nous on disait Cantalou, ta gueule de loup, quoi, un truc comme ça si vous voulez. Et les autres Aveyronais, tête cochonnée. Oui, mais maintenant c'est terminé. Pendant longtemps, il y eut donc 2 foires à Saint-Santin, 2 messes le dimanche. Chaque petit événement pouvait attiser les jalousies. C'est vrai que le Cantal, ils ont l'électricité 9 ou 10 ans avant nous. Je sais pas pourquoi, mais le Cantal, ils ont eu l'électricité bien avant nous. Donc là en face c'était éclairé et ici on était là. Et ça n'était pas. Alors je vous dis pas là, c'était dur aussi. Heureusement, la guerre de 14-18 avait commencé à ramener la concorde. Les poilus s'étaient battus sur le même front. Ils exigèrent un même monument aux morts. Vous faites chacun votre manifestation d'un côté du monument aux morts. Du monument aux morts, voilà. Alors chaque maire dépose sa gerbe, mais il est fleuri des 2 côtés à la même heure, le même jour.
Depuis, on a construit un terrain de football à cheval sur les deux communes, mais avec une seule équipe pour les deux villages. La paix s'est durablement installée, uniquement menacée par quelques oiseaux de mauvais augure. Alors pourquoi on dit dans les journaux souvent qu'il y a cette rivalité-là entre... Écoutez, je vous le dirai, messieurs les maires, ils ont dit, il y a, je ne sais pas si c'est la télévision ou pas, mais ils essayent de nous faire dresser les uns contre les autres. Je vous dis ce que j'ai entendu dire. Alors c'est vrai, retirons-nous sur la pointe des pieds. Douarnenez fête ces vieux gréements. Ils sont alignés par centaines le long des quais, mais il est possible d'embarquer. C'est ce qu'ont fait Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Ils sont montés à bord du Corentin, la réplique d'une sorte de caboteur du 19e siècle. Il y a deux façons de découvrir Douarnenez 98. Sur les quais, comme la grande majorité des visiteurs, ou sur l'eau. Certes, c'est plus cher, mais pour 120 francs, vous devenez acteur du spectacle. Donc ça c'est le mât de misaine avec sa voile, le misaine à l'avant. Le grand mât avec sa voile c'est le taille-vent. Et derrière c'est le tape-cul. Les enfants ils s'en souviennent toujours. Durant 3 heures désormais, c'est vous que l'on regarde. Pourtant, embarquer sur Corentin, le lougre de Quimper, n'est pas une toquade de m'as-tu vu. Il faut participer à la manœuvre. C'est marrant. Souvent le fait de se retrouver sur un bateau comme ça, c'est pas rien. Très sympa. Ça change d'un petit, je veux dire, un petit, moins de risée, on part. L'équipage est composé de 3 hommes, 3 solides gaillards, chargés de faire avancer le bateau et de surveiller les manœuvres. Il faut faire attention à tous les cafouillages, parce que les efforts sont importants sur ces bateaux-là. Et la moindre petite erreur, ça peut se coûter cher, quoi. Corentin a été construit en 1991. C'est une réplique à l'identique des caboteurs qui, au milieu du 19e siècle, transportaient toutes sortes de denrées le long des côtes bretonnes. Ces vieilles coques ont une histoire, c'est le passé maritime de la France, et c'est un plaisir quasiment magique, je veux dire, de pouvoir naviguer sur ces vieilles coques. Vous allez prendre les côtes pour l'amener. Pour Paul, le patron, manœuvrer Corentin, ce bateau voulu par toute une région, est plus qu'un honneur. Aujourd'hui, me retrouver à la barre du Corentin, c'est évidemment un rêve de gosse. Retour à quai, pour les passagers, il restera le souvenir d'une balade, pas comme les autres. Merci. Au revoir. Je vais vous en parler dès le début de ce journal. France 2 a changé d'adresse. Nous sommes maintenant dans un superbe nouveau siège, sur un très beau plateau. Un bâtiment donc conçu par Jean-Paul Viguier, l'architecte qui avait imaginé entre autres le pavillon de France à l'exposition universelle de Séville. Présentation donc de cette nouvelle maison, Juliette Lambeau et José Boulestex. Un architecte qui revient sur le lieu de sa création, c'est un peu comme un avocat qui défend son dossier. Qui est en pointe pour des raisons de structure. 57 000 mètres carrés sur 8 niveaux, la nouvelle maison France Télévisions joue sur la transparence. Elle s'habille de marbre et de verre en bord de Seine à la limite du 15e. C'est un bâtiment triangulaire en plusieurs volumes. Le concept est écrit dans l'architecture d'une manière très simple. Il s'agit de la maison de la télévision publique, à l'intérieur de laquelle on peut dire la maison de France 2, la maison de France 3, organisées chacune en représentation sur la scène autour de 2 ruches, 2 atriums pour les rédactions, et qui, de par la forme triangulaire du terrain, s'étendent différemment selon les chaînes à l'intérieur, en profondeur sur le site. Une rue intérieure qui accueille le visiteur sépare les 2 parties de ce bâtiment. Du haut vers le bas, nous partons des lieux conviviaux qui sont la terrasse, pour passer dans l'atrium, la ruche des rédactions, et petit à petit nous descendons pour arriver jusqu'ici, qui est le point des régies et des studios, qui est le point le plus bas. 3 régies, 2 salles de projection, 5 studios, la liste est longue, et les plateaux de chaque émission ont été reconstitués. Le self de 750 places est ouvert sur l'extérieur. Caser tout ce monde relève du casse-tête, être en plein Paris, c'est aussi un luxe et des contraintes.
Nous sommes entourés de trains, de fleuves, de rues, de contraintes qui, pour la télévision, présentaient quelquefois un inconvénient. Par conséquent, nous avons dû les traiter, et quelquefois d'une manière assez sophistiquée, comme le train par exemple, dont nous avons dû isoler les vibrations par des systèmes de boîtes à ressort, de façon à ce que les studios soient complètement tranquilles. Rêveurs, flâneurs ou paresseux en tout genre, le parc André Citroën est à 2 pas. L'option déjeuner sur l'herbe est autorisée. Alors évidemment, déménager une entreprise comme France 2, ça ne se fait pas sans difficulté. C'est même un casse-tête que Bernard Couot, notre monsieur déménagement, a dû résoudre. En l'espace de quelques heures, par exemple, il a fallu déménager toute la rédaction. Et pour que les journaux n'en souffrent pas, tout cela s'est fait la nuit dernière. Ludovic Fossard et Yann Streff. Il est 20h15 hier soir, plus que quelques minutes avant le dernier direct rue Montaigne de Patrice Drevet. Après moi, on éteint la lumière. Je passerai peut-être un petit coup de balai parce que je suis assez propre. Et puis je partirai dans le 15e arrondissement. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h, mais dans un autre lieu, puisque... Un déménagement célébré discrètement par quelques mots en fin de journal. Et puis je suis un petit peu ému parce que c'est la toute dernière, cette fois, la toute dernière émission en direct de ce studio Pierre Sabag. 15 ans de présence avenue Montaigne, en plein centre de Paris, qui se termine sans pleurs ni douleur, mais avec du champagne. Voilà, c'est fini, France 2 déménage. Allez bien. Un dernier verre avant la nuit la plus longue de l'année pour les déménageurs. C'est le dernier soir. Ça travaille pour toi. C'est tous les bureaux qui ont habité ici, ça n'a pas d'importance. Toi là-bas, à l'arrivée, tu te gardes. Une seule nuit pour évacuer la rédaction tout entière. Une dizaine de camions vont donc tout transporter. Résultat, voilà le nouveau siège de France 2 prêt à fonctionner dès le lendemain matin. Les locaux sont tout neufs et le personnel, Pardon, excusez-moi. un peu perdu. C'est par où? C'est par où? C'est par où? Il faut dire que le bâtiment est beaucoup plus grand. Près de 2500 salariés de France Télévisions y sont attendus. Ça permet de faire du sport systématiquement parce qu'il faut beaucoup marcher. Je me faisais la réflexion tout à l'heure, je me disais, pourquoi pas prendre un vélo? Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette... De grands locaux donc, avec de nouveaux studios, une régie numérique ultramoderne et des semaines de préparation pour une transition en douceur. Rien ne change en apparence, même si France 2 a déménagé. Le journal de 13h s'est bien passé. Résultat, tout le monde est soulagé. Pour l'instant. Voilà, et c'est la magie de la télé, puisque nous sommes là maintenant dans la vraie régie du journal, pendant le déroulé de ce journal. C'est d'ici, c'est un endroit stratégique, c'est d'ici que partent toutes les images que vous voyez, grâce à ce monsieur, le réalisateur, qui s'occupe de tout ça. Donc, sans vouloir tout vous expliquer, il faut simplement savoir qu'ici les choses sont révolutionnaires en quelque sorte, puisque toutes les images que vous voyez sur vos écrans partent en fait d'un système informatique très compliqué. Il n'y a plus de nos anciennes cassettes et encore moins les films qu'on avait dans le temps, et tout cela part d'un serveur général très compliqué que j'aurais du mal à vous expliquer. Donc ça, vous le découvrez sans doute plus tard et peut-être pourquoi pas lundi. Les principaux titres de ce journal, je vous les rappelle avant de conclure. C'est d'abord dans la République démocratique du Congo, les évacuations qui ont commencé pour les ressortissants étrangers qu'ils désirent. Un avion belge s'est posé tout à l'heure à Kinshasa. Et puis un attentat en Irlande du Nord, une bombe a explosé faisant au moins 20 morts. Tony Blair parle d'actes écœurants destinés à compromettre le processus de paix. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, vous avez bien sûr rendez-vous avec Patrice Drevet. Demain à 13h, vous retrouverez Philippe Lefebvre. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h. Et je vous souhaite bien sûr une bonne soirée sur France 2.